Bienvenue pour ce deuxième panel des États généraux du magazine au Musée des Beaux-Arts du Locle. Ce panel sera donc sur le magazine féminin et j'ai le plaisir d'avoir avec nous Emanuela Mirabelli de Marie Claire Italia, Francesca Spiller qui est la fondatrice d'un lieu qui s'appelle Reading Room à Milan et Alexandre Lantz du magazine Femina et aussi on va parler d'un autre magazine 360 auquel Alexandre a participé. Donc merci de les accueillir. Donc je vais encore une fois me prêter un exercice de biographie très courte. Il mérite bien sûr des biographies bien plus longues, mais c'est, je pense, plus intéressant pour nous d'échanger que simplement de rester dans la biographie. Donc je vais commencer par Alexandre Lantz. Donc je faisais la réflexion pour ceux d'entre vous qui étaient là hier soir, à l'événement au Club 44, Julien Perrault, qui a créé la revue Salamandre à l'âge de 11 ans, Alexandre partage un peu partage cet amour du magazine dans son enfance et qui créait lui-même des magazines qui crayonnait comme ça sur des feuilles en tant qu'enfant, déjà en train de se projeter dans l'univers du magazine qu'il a investi par la suite. Donc Alexandre a vraiment poursuivi cette passion d'enfance qui s'est transformée en carrière journalistique dans les années 2000. Il a travaillé donc au Journal du Jura, au Matin, et au mensuel de mode féminin Edelweiss, Feu Edelweiss, et dont il est devenu le rédacteur en chef. Et aujourd'hui, Alexandre est rédacteur en chef adjoint donc, du magazine Femina, qui est aujourd'hui le seul magazine féminin en Suisse romande. Et a également été rédacteur en chef de 360, donc ce magazine 360 degrés, pardon. Donc ce magazine queer dont on parlera aussi un petit peu. Ensuite, Francesca Spiller, qui est la fondatrice de Reading Room. Donc c'est un espace culturel basé à Milan et qui a pour objectif de valoriser et de transmettre la culture des magazines contemporains. Je trouve que c'est une initiative vraiment fascinante qui existe depuis maintenant 5 ans, c'est bien ça. Donc l'idée de créer ce lieu vraiment dévoué aux magazines et à ce qui se passe dans le monde des magazines actuels. Donc c'est aussi, Francesca va pouvoir nous apporter une vision transversale du monde des magazines et de tout ce qui se fait aussi dans cette scène indépendante, très créative, très niche. Et le Reading Room aussi développe un programme avec ce lieu de podcasts, de conférences, de rencontres avec les acteurs du monde des magazines et aussi avec des différentes institutions culturelles. Donc on pourra y revenir par la suite. Et enfin, Emanuela Mirabelli, qui est éditrice photo de Marie Claire Italia, où elle publie une grande variété de projets qui vont de la photographie documentaire aux nouvelles formes de photographie contemporaine. Elle écrit aussi sur la photographie et le magazine et intervient régulièrement dans le cadre de masterclass, de conférences et de différents ateliers, et notamment un atelier sur l'édition photographique. Et qui participe à de nombreux festivals, lectures de portfolio et jury, et qui est aussi un peu la personne à qui l'idée de la graine de cet événement vient d'un article qu'elle a écrit pour Marie Claire Italia sur le rôle de la couverture du magazine aujourd'hui, dans lequel elle m'a interviewé, ainsi que Federica Chiocchetti. Et donc, voilà, ravi d'avoir ces 3 intervenants aujourd'hui. Et donc, comme pour le panel précédent, je vais donc passer la parole pour faire une brève introduction de chacun de ces médias. Donc, Alexandre, je te passe la parole pour ça. Ok, donc ça fonctionne?
Donc Femina, c'est un magazine que tout le monde a un petit peu en tête. On a tous des souvenirs de Femina quand on en parle en Suisse romande. Ah voilà, ça défile. Ah ouais, ça c'est une couverture avec un trans justement, une personne trans. Et donc c'est un magazine qui a eu 60 ans l'année passée. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça a été intéressant de plonger dans les archives du magazine qui a traversé toutes ces époques, avec tout ce qu'on déconstruit à juste titre actuellement, des clichés féminins et masculins. Donc là, il y a 50, 40 ans, on était en plein dedans avec les conseils donnés aux bonnes ménagères. Donc c'était même assez hilarant de voir à quel point un magazine s'adapte aussi à son époque, et heureusement. Donc 60 ans, c'est le seul magazine hebdomadaire féminin qui reste en Suisse romande, effectivement, comme tu le disais. On existe aussi sur les plateformes digitales. On a un site internet avec un contenu exclusif en partie, un contenu partagé. On crée donc un pont comme ça entre le print et nos plateformes digitales en ayant conscience, et ça rend le job d'autant plus intéressant que c'est pas forcément les mêmes publics qui apprécient les différents sujets qu'on traite dans le print ou sur les plateformes. Et puis, c'est un magazine féminin, mais nous n'avons pas un lecteur uniquement féminin, puisque nous avons 30% de lecteurs masculins, comme quoi c'est pas contagieux. Et puis, on vient de sortir, c'était le premier livre, parce qu'on a une écrivaine suisse, Noël Reva, qui fait des chroniques depuis maintenant un petit peu plus d'une année en troisième de couve dans Femina. Et puis on vient de sortir un recueil de ses nouvelles avec les éditions Femina. Donc c'est un livre qu'on peut trouver actuellement en librairie. On est toujours sur Femina là? Ok. Voilà, donc moi j'ai commencé là en janvier 2021. Je suis le rédacteur en chef adjoint. J'ai commencé en même temps que la rédactrice en chef actuelle, Géraldine Savary, qui est une ancienne politicienne socialiste et qui a gardé cette fibre socialiste qu'elle désire dans sa ligne éditoriale appliquée avec des sujets plus sociétaux, plus engagés. Elle est aussi, elle donne la voix, elle donne de la voix à des personnes plus jeunes qui ont des combats féministes également. Donc on applique ça et c'est donc un équilibre à donner entre la partie typique qu'on retrouve dans les magazines féminins comme des rubriques mode, avec des rubriques qui sont plus sociétales, des enquêtes. Et ce qu'il y a de particulier quand on travaille dans un magazine féminin, c'est que il y a quand même, quand on parle du patriarcat, de tous ces principes qui ont la peau dure, qui sont bien tenaces, on est souvent par nos confrères et nos consoeurs pris un peu pour une bande de bécasses. Pas tout le temps, mais quand même souvent on n'est pas pris de la même manière au sérieux que si on travaille dans un média jugé sérieux et respectable. Donc ça rend le travail d'autant plus combatif parce que les journalistes, et pas seulement les journalistes, toutes les personnes qui y travaillent sont des personnes qui sont absolument autant professionnelles que dans d'autres médias. Ce qu'il y a aussi de très beau dans ce travail qui est extrêmement créatif, c'est justement ce que ça implique au niveau d'un travail d'équipe. On ne fait rien seul. Donc, toutes les personnes qui travaillent à l'iconographie, qui travaillent à la mise en page, ainsi que les discussions qu'on peut avoir toutes et tous ensemble dans des séances de rédaction, font qu'on peut arriver, on espère en tout cas, à des sujets. Je m'arrête bientôt, parce qu'on arrive bientôt sur le 360. Oui, je t'attendais pour le 360 degrés. 360, oui, vous me l'avez demandé, donc 360 degrés. Ça fait longtemps que j'écrivais, c'est donc là aussi, la seule publication queer de Suisse romande, qui est née en 1998, donc qui a 25 ans cette année, et qui est née quelques années après Têtu en France. Et j'ai écrit avec beaucoup de passion pour ce mensuel pendant longtemps, avant d'en reprendre la rédaction en chef, il y a quelques années de ça.
Et puis, ce moment-là, le moment où j'ai pris ce poste, on a décidé de refaire une maquette qui soit un petit peu plus libre, en fait. On a moins de contraintes, on a moins de... Comme c'est une publication plus de niche, on avait une plus grande liberté de se faire plaisir et, avec des mises en page souvent un petit peu barrées comme ça. Donc... c'est assez intéressant parce que je l'ai fait conjointement. J'ai travaillé pendant plusieurs mois, autant à la rédaction en chef en tant qu'adjointe Géraldine Savary que rédacteur en chef de 360. Et c'était intéressant avec de la méga niche, confronté avec un hebdo qui est beaucoup plus populaire, qui est encarté dans un journal populaire, de voir les deux rythmes différents, les deux accueils différents, avec un travail souvent de longue haleine qui n'est pas du tout accueilli de la même manière, parce qu'on reste de la niche dans un magazine comme 360. Je passe la parole. Merci beaucoup Alexandre. Oui, ce sera intéressant d'avoir tes deux perspectives justement au cours de la conversation par rapport à ça. Donc Francesca Spiller qui va nous parler de Reading Room. Bonjour, moi je suis toujours l'outsider parce que moi je représente toujours le magazine indépendant, les magazines de niche. Et donc comme Marc disait avant, moi j'ai créé Reading Room il y a 5 ans et il s'agit d'un espace culturel entièrement dédié aux magazines, dont la plupart sont des magazines de niche, magazines parfois éditions limitées. Reading Room se développe dans 2 directions. D'un côté se trouve la librairie qui présente une sélection de presque 300 magazines nationaux et internationaux traitant des sujets très différents, donc de la mode, de l'art, de la photo, mais aussi de voyage, la cuisine, la littérature, la musique. Et de l'autre côté, je m'engage beaucoup à créer et organiser des activités, des événements autour du magazine. Toujours, c'est le but, c'est la diffusion et la réflexion autour du magazine. D'habitude, je préfère parler des magazines contemporains et pas de magazines indépendants parce que parfois je me demande qu'est-ce que ça veut dire indépendant par rapport à qui, à quoi. Donc je préfère utiliser le mot magazine contemporain. Les activités que j'ai créées dans ces années sont très variées. Donc d'un côté, il y a la présentation de nouveaux magazines, mais aussi organiser de conférences thématiques. Par exemple, le mois prochain, je viens d'organiser 2 conférences dédiées au magazine d'architecture italienne pour la Biennale d'architecture à Venise. Donc c'est un focus très spécialisé. Et sinon, je m'amuse à faire les choses les plus différentes possibles. Donc je réalise une émission radio avec la radio du musée de la Triennale de Milano. Donc chaque mois, j'invite la fondatrice ou le fondateur d'un magazine italien. Et donc on a une conversation entre magazine et musique. Donc je demande à l'invité de sélectionner une playlist. Et aujourd'hui, l'archive compte plus de 30 podcasts. Donc c'est une espèce d'archive de tout le magazine contemporain italien. Mais aussi, je participe à des festivals et je travaille beaucoup avec des institutions culturelles. Dans les sons que j'ai fait la sélection pour des musées italiens, par exemple le musée Macro à Roma, ou encore je m'occupe de la sélection de magazines à la foire d'art Artissima de Touraine. Et last but not least, je travaille et c'est une intense activité avec les universités et les académies.
où je vais faire des conférences, parfois des workshops. Et je peux dire qu'à Milan, il y a beaucoup d'académies, des universités. Donc, ça bouge entre l'art, la mode, mais aussi l'économie, le Polytechnico de Milan. Donc, c'est très, très varié. Et voilà, donc c'est très concis. Merci beaucoup, Francesca. Et enfin, Emanuela Mirabelli de Marie-Claire Italien. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être ici et j'ai beaucoup de gratitude à toi, Marc, et à Federica Chiocchetti, parce que je vous demandais d'avoir votre opinion dans l'article sur les couvertures et ça a été très nourrissant pour moi, votre pensée, et je suis vraiment heureuse d'être ici. Alors, je travaille sur les photos. Mon travail, c'est de donner les contenus photos depuis 20 ans. Alors, il me semble vraiment, ils sont passés des ères géologiques dans ces 20 ans dans les magazines féminins. J'ai eu 4 directeurs et mon dernier directeur, c'est aussi le directeur web des événements, c'est le directeur à 360 degrés de Marie-Claire. Qu'est-ce que c'est Marie-Claire aujourd'hui? La perspective de Marie-Claire, c'est un magazine féminin. Tous les fois les personnes m'ont dit c'est un magazine féminin, je me suis toujours sentie dans un box. Et la perspective de Marie-Claire, c'était le point de partance, peut-être que c'est un magazine féminin, mais a toujours regardé à l'actualité et international, tout ce qui se passe. Ça a été et continue à être beaucoup vaste, le cadre, dans tous les endroits. Et je veux parler au point de vue des images. Et le fil rouge dans ces 20 ans, c'est de raconter des histoires avec l'image, donner beaucoup d'importance aux images. Et la mode s'est produite, tous les autres contenus desquels je m'occupe, ce n'est pas produit quelqu'un, mais alors mon défi, c'est de trouver des contenus qui sont déjà faits, qui sont intéressants, qui sont inédits. Et la perspective, c'est une perspective d'un magazine mensuel. C'est-à-dire on arrive quand tous les autres ont dit les choses. Alors tu dois dire les choses dans une façon différente, avec l'approfondissement, avec l'élaboration, avec une perspective différente. Et elle me plaît beaucoup. Ça m'a permis d'affronter beaucoup de contenus complètement différents, politiques internationaux, la guerre, les grands événements, l'ambiance, les contenus féminins, c'est tout à fait, mais avec beaucoup de liberté de langage, aussi de langage photographique, du photojournalisme ou fine art ou la graphic novel. Et dans ces 20 ans, les magazines féminins étaient avec beaucoup de pages. On est arrivé à faire des numéros de 990 pages. C'était la Bible, excusez-moi, comme la Bible. Et maintenant, c'est beaucoup différent. Alors, si tu as tellement de pages, les contenus, ils peuvent être vraiment variés. On était vraiment variés. Maintenant, les contenus sont différents et l'approche, c'est comme de faire une sorte de... les mots qu'a utilisé Catherine Millet dans le précédent panel m'a fait clic, c'est de décodifier la complexité du réel et de donner une façon de lire le réel et d'accorper les choses les plus intéressantes, parce que la réalité, c'est centrifuge, il y a beaucoup de choses. Et alors maintenant, la chose à faire, c'est de rapprocher les choses et trouver des thèmes qui peuvent être des clés de lecture du présent. Et quoi dire? C'est très important. Je vais vous donner 3 exemples
parce que Marie-Claire, l'italien, c'était un petit peu différent en fou. Il y a 3 choses que je suis très heureuse d'avoir fait. Un, c'est d'avoir fait en 2011 des portraits, des témoignages des victimes de la pédophilie cléricale en Italie. Et c'est un tabou. Et on a eu la façon d'interviewer cette personne et de les montrer parce qu'il voulait être montré. Une autre chose, c'est que dans 2016, on a fait un partenaire avec le Festival du cinéma d'Afrique, d'Asie océanique. Et on fait aussi un partenaire avec un festival de photographie africain, que c'est le Lagos Photo Festival. On a invité le curateur, qui c'était Azu Nangbogo, à faire une sélection de photographes africains. Et le thème, c'était Designing Futures. Parce que si on change l'imaginaire, on peut changer aussi la réalité. Et la dernière chose, je l'ai dit avant à Alexandre, ça a été qu'on a publié dans notre numéro, il y a des hors-séries, un numéro enfant, on a publié un dialogue avec une femme trans et d'une fille. Parce que j'ai rencontré une femme trans et elle m'a dit, je suis très heureuse d'être femme, mais je n'ai pas eu une enfance comme femme. Alors j'ai tous les fois envie d'avoir une petite chambre rose. Et cette chose ça a été un coup de cœur pour moi. Alors je suis allée, le jour après, je suis allée en rédaction et j'ai dit, il faut parler de ça. On peut trouver une façon. Alors ça, c'est un exemple d'élaborer les choses. Et la façon qu'on a trouvée, c'est de faire cette conversation et aussi de montrer aux petits-enfants, d'éduquer les enfants qu'il y a les femmes trans, ils peuvent parler ensemble et c'est fantastique. Ça, terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 3 exemples aussi qui je pense, montrent un peu l'étendue de ce qu'on peut faire dans ce contexte. Et pour commencer la discussion, je pense que, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Alexandre, de cette découverte des premiers numéros de Femina, de ce qu'était un magazine féminin à l'époque, où c'était peut-être une manière comment dire, un manuel de la femme idéale, de comment il fallait être pour être conforme à une idée qu'on a de la femme. Heureusement, je pense qu'on est maintenant aujourd'hui loin de cette conception-là, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir votre avis sur ce que c'est vraiment pour vous le magazine féminin aujourd'hui, et quel rôle est-ce que vous pensez que cette catégorie joue dans la presse, dans les médias, dans la société. Okay. Alors, je commence. Alors, je dois être honnête. Moi, je suis dans ces panneaux féminins, mais dans ma sélection, il n'y a pas vraiment de magazine féminin. La raison, c'est que, comme je disais avant, pour moi, ce sont des magazines contemporains dans le sens que la plupart de ces publications sont conçues comme des archives du contemporain et il veut en même temps créer des projets ambitieux et visionnaires et donc il cherche à réaliser des publications qui tracent de nouvelles perspectives et arrivent à créer de nouveaux langages et codes. Dans ce sens-là, je ne m'intéresse pas vraiment à la distinction entre féminin ou d'autres thématiques, mais c'est plutôt tous les aspects du contemporain. Et grâce à ces publications, on arrive à comprendre mieux, je pense, l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, il ne faut pas trop mettre de catégories, mais c'est plutôt un discours général. Et par exemple, il y a beaucoup de magazines qui traitent de thématiques
féminin, mais aussi des thématiques queer plutôt que de thématiques même de trans, plutôt que de tous les différentes nuances de mots. Donc oui, je suis ici, mais comme je disais avant, je suis un peu outsider. Et donc voilà, donc c'est ma réflexion. Ouais, moi je trouve que c'est intéressant. Déjà, je suis un homme, donc parler de magazines féminins. Je trouve que les frontières sont de plus en plus poreuses et heureusement parce qu'un contenu est bien fait, est pertinent, est intéressant ou pas. Donc, dès le moment où un sujet est bien fait, est bien mis en scène, bien rédigé, dans le cas de la presse écrite, il n'y a pas de raison qu'il s'adresse plus à un genre qu'à un autre. Donc, c'est vrai que la notion de magazine féminin commence à être bien désuète et je pense que c'est très bien comme ça. Je ne pense pas qu'il y a forcément un avenir pour des catégories autant hermétiques de cette façon-là. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que c'était assez drôle de plonger dans des anciens numéros de Femina qui... Il y a aussi toute une partie très bricolage pour les dames qui attendent leurs époux à la maison, qui se faisaient des vêtements. Mais voilà, je pense qu'actuellement, justement, je pense qu'un homme qui n'a aucun problème avec la personne qu'il est peut trouver autant intéressant de lire Marie-Claire que le New York Times. Je pense que c'est bien de faire tomber aussi ces catégories-là. Je suis complètement d'accord avec tous les deux. Et je veux ajouter ça, que je suis l'éditrice photo, mais j'ai demandé aussi à mon directeur. Elle m'a dit une chose pour moi très élémentaire, très synthétique, que c'est dans les magasins féminins maintenant, le point de partance, c'est féminin au point de vue marketing. Okay. Mais au point de vue général, c'est sur la société entière. Alors, au point de vue de la mode, c'est la mode féminin, c'est les accessoires féminins, mais la perspective, c'est totalement, pas seulement féminin. Excusez-moi, il ne peut pas être. Une autre chose pour moi de magasin féminin contemporain, c'est que la pub n'est pas qu'est-ce que c'était les années glorieuses. Alors, c'est ça la raison pour laquelle on a moins de pages. Mais ça signifie qu'il faut repenser au magazine et il faut le changer la structure. Il n'y a pas une structure fixe avec des rubriques. Et tout s'est mélangé, tout s'est un peu hybridé. Et aussi, il y a une hyper sélection de choses. Et ça, c'est aussi un petit peu, je parle le magazine papier, physique. Et alors, donne une nécessité de faire des choix très, très pensés. Parce qu'il y a tellement de bruit visuel qu'il faut faire des choses. Et c'est conçu un petit peu comme désolé de ça. C'est comme une pause. Tu restes là. Ok, je pense à ça. Sorry. Ok. J'ai terminé. Merci beaucoup. Je pense peut-être qu'on peut inviter le public à réfléchir à un autre nom pour ce panel, comme on souhaite se détacher de cette idée du magazine féminin, comment on pourrait reconceptualiser ça. Voilà. Oui, je pense que c'est très intéressant et c'est aussi pour ça qu'on voulait peut-être avoir ton intervention, Francesca, pour penser au-delà d'un peu des idées reçues là-dessus et aussi d'avoir ton point de vue, Alexandre, sur ton expérience avec 360 degrés. Mais par contre, je me pose aussi la question, je pense que c'est une bonne chose d'avoir, bien sûr, d'éclater de faire tomber ces frontières, mais je me pose aussi la question du rôle du magazine féminin comme un outil d'engagement pour le droit des femmes, pour les situations, bien sûr, tout le travail qui reste à faire dans ce domaine-là, un peu peut-être vraiment pour le contraster au modèle
antécédents dont on a parlé avant, mais quel rôle est-ce que vous pensez ont ces magazines-là justement pour continuer à faire tomber d'autres barrières et à faire avancer des sujets comme cela? Alors là, moi, ça me donne envie tout de suite de te répondre parce que je travaille justement avec Géraldine Savary, la rédactrice en chef, pour qui ces enjeux-là sont hyper importants et qui souhaite vraiment mettre aussi en lumière des choses qui restent encore parfois un petit peu tabous, certains sujets comme la ménopause, de laquelle on parle mais toujours un petit peu timidement. Et là, vraiment, cette volonté, du coup, elle encourage son équipe à aller chercher des infos, à rendre plus en lumière des choses qui sont en général pas des sujets considérés glamour. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu moins de pages qu'avant pour des raisons publicitaires, enfin des trucs un peu chiants, mais c'est vrai que du coup tu arrives dans un environnement où tu as tout à coup un sujet un petit peu profond qui parle justement d'un sujet ou tabou ou un petit peu dérangeant. Tu parlais avant de cet éditorial photo sur les personnes abusées Exactement. Et tu te retrouves avec une annonce à côté pour COP. Enfin voilà, ça c'est un petit peu aussi l'apanage de la presse dite encore aujourd'hui féminine. Mais c'est vrai qu'il y a un côté engagé qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres publications qui ne traiteront pas de ces sujets de la même manière. Je pense vraiment on a eu dans un numéro qui est sorti récemment tout un dossier vraiment assez fourni sur plusieurs problématiques liées justement à la ménopause. Et là encore, je trouve que c'est autant intéressant pour moi-même qui ne serais pas touché par ce problème-là, mais va savoir peut-être un autre, mais en tout cas de s'intéresser aussi, c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître les uns et les autres. Alors, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces rôles, mais c'est un paradoxe parce que, c'est comme ça, parce que si on parle des combats, des batailles, il faut élargir ces batailles à toute la société, des batailles féminines. Alors, on ne peut pas rester dans les cadres féminins. Et c'est la façon de le faire, c'est élargir les cadres à toute la société, parce que s'il y a des batailles féminines qui sont acceptées, ils doivent être acceptés pas seulement des femmes, mais de tout le monde. C'est la première chose à dire. Les rôles d'un magazine, pour moi, c'est d'aller chercher quelles sont les niches encore de tabous. Et on cherche de faire ça avec aussi la ménopause. Et en parlant de ménopause, mais en parlant aussi peut-être de l'avortement, mais dans une manière différente. On a commencé à faire en dernier octobre des dossiers qui parlent de certains gourmands avec des différents articles, avec différentes températures, un témoignage privé, une vision d'ensemble. Et au moins point de vue, j'ai pensé je peux faire comprendre qu'est-ce que c'est l'avortement, parce que c'est un tabou entre les femmes pour moi. Et j'ai trouvé un travail photographique qui montrait une femme qui fait l'avortement avec les médicaments. Alors, il montre un choix invisible. Et pour se connecter, parce que quand on pense à l'avortement, on pense à l'expérience, on ne pense jamais à un imaginaire visuel. Et pour moi, ça a été très important de faire ça. Parce que aussi de montrer c'était une femme qui avait déjà des enfants. Parce que quand on pense à l'avortement, on pense à une femme qui ne veut pas l'enfant, c'est pas comme ça. Et aussi les tabous, un autre tabou, c'est mon directeur, elle a pensé à la violence financière. Quand on pense à des violences, des abus, on pense à la violence domestique, mais il y a des formes de violence qui c'est de avoir je ne sais pas comment le dire en français, mais de tenir le pouvoir sur l'argent, de ne donner pas la façon aux femmes d'accéder à l'argent. Alors, c'est de trouver, de nous investiguer les dernières formes de tabou comme ça, et aussi, la dernière, c'est aussi de
regarder avec des yeux nouveaux des thèmes, des macro-thèmes comme la maternité. Et la maternité, il y a aussi au point de vue des images, parce qu'il y a cette image idéale de la Madone. La Madone et aussi de montrer qu'il y a des derniers tabous aussi entre les femmes qui ont des fils et qui n'ont pas de fils. Et alors d'investiguer aussi des macro-thèmes comme la maternité, s'il y a encore des tabous. Pour moi, il y a toujours l'espace d'investiguer et de le faire ouvrir. Et moi, j'aurais une question un peu différente pour Francesca. Justement, toi qui n'es pas vraiment dans ce créneau-là, mais bien sûr, le magazine de la mode, c'est un peu au centre de cette catégorie, on va dire. Et je dirais peut-être que, encore une fois, pour revenir un peu dans le passé, le magazine de mode tel qu'on le concevait avant, c'était peut-être plus une machine commerciale, une manière de vendre des choses, de montrer des images. Et depuis maintenant plusieurs années, j'ai l'impression que c'est un médium qui se transforme beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. J'aimerais avoir un peu ta vision d'initiatives intéressantes dans ce domaine qui tu trouves innovatives ou révolutionnaires de cet aspect-là. Alors, souvent, il y a des étudiants de mode qui viennent chercher des magazines de mode. Et chaque fois, je leur dis qu'ils ne doivent pas regarder le magazine de mode. Ça, c'est une provocation, mais le fait, c'est que la mode est partout. Donc, si tu prends un magazine d'art, tu as la mode dedans, même dans les magazines de la musique, de voyage. La mode dans le sens d'une esthétique de mode, pas dans le sens du produit de mode, mais dans de la partie visuelle. La mode est un laboratoire d'expérimentation formidable. D'un côté, le marque de mode investit beaucoup. Je pense que presque même Femina et Marie-Claire ont pas mal de partenaires mode. Mais de l'autre côté, il y a tout un système créatif très, très, très fort et très riche du point de vue des idées. Donc, dans ce sens-là, le magazine partage avec la mode le fait d'expérimenter beaucoup. Et donc, je pense à des projets qui sont plutôt entre l'art et la mode. Il y a des projets comme Buffalo Zine, Marfa Journal, qui sont des projets qui, du début, ils commencent comme des collectifs d'artistes. Et de l'autre côté, les publics, un public très jeune, et un public très culturellement à un niveau très haut. Et donc, ils ont des expectatives très hautes. Et dans ce sens-là, ils regardent à la mode avec une approche un peu critique. Donc, ils ne cherchent jamais les produits, ils ne cherchent jamais l'article, mais ils veulent voir différentes. Et dans ce que je fais de la sélection, je cherche toujours ailleurs. Donc, comme vous disiez avant, même par exemple le grand thème thématique comme, je sais pas, la guerre, plutôt la question féministe, je cherche des publications qui viennent d'autres pays comme les pays du Médio-Orient, les pays africains, dont l'esthétique et les questions sont vraiment différentes. Et donc, le contenu va être divers. Et donc, c'est là que le public peut
réfléchir plus, même sur une thématique comme la mode qui, bon, d'habitude on pense que c'est superficiel, que c'est quelque chose, bon, juste pour s'habiller, mais c'est pas vrai du tout. Il y a toute une question sociale, il y a toute une question bon, plus profonde. Je pense qu'il est important aussi, bon, toujours dans le contexte des magazines, de parler de l'image, mais peut-être c'est une des sphères où l'image est la plus importante. Et tu l'évoquais déjà un petit peu, Emmanuel, moi, de ma perspective, avec mes étudiants, je fais un exercice chaque année où je leur montre les magazines, les couvertures de magazines qui ont été récompensées par the American Society of Magazine Editors, donc par le métier, comme étant les plus intéressantes, les plus innovantes. Et je dois dire toujours que dans les catégories de la mode, c'est un peu toujours la même chose. Et du coup, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que vous pensez qu'on commence vraiment à casser les codes, donc à la fois de la couverture, mais aussi de l'image, de la manière dont on peut traiter différents sujets par l'image, dans ce contexte-là? Et est-ce qu'il y a encore des choses qui vous semblent tabous ou qu'on ne fait pas encore assez? Alors, je dois dire que je regarde ça comme une spectatrice parce que je ne m'occupe pas de la couverture du magazine. Et c'est toujours une modèle et c'est toujours la mode d'un magazine. Et alors, aussi, je ne m'occupe dans mon magazine de la partie de l'actualité. Et quelquefois, j'ai donné des noms des photographes qui s'occupent plus de fine art pour faire la mode. Mais la mode, c'est pas mon DNA. Alors pour moi, la mode, c'est une façon de voir un certain, je voudrais dire, un point de vue anthropologique, quelle est la représentation de la femme. Alors pour moi, je vais donner un exemple pour me préparer à ces panneaux. J'ai regardé sur mon site interne, site tous les éditions de Marie-Claire comme une sorte de time-lapse et a été vraiment choquant parce que la mode, la pub et les couvertures, c'était complètement différent. Et qu'est-ce que je vois? C'est une tendance à aller vers le réel dans deux points de vue. Au point de vue esthétique, c'est moins glossy. Ce n'est plus que glossy que je n'aimais jamais, c'est plus réel l'image, mais ce n'est pas seulement plus réel l'esthétique, mais c'est plus réel les personnes. Je pense que la couverture du magazine intercepte qu'est-ce qui se passe dans la société, que c'est d'avoir une inclusivité majeure, diversité. Qu'est-ce que vous sentez comme un mantra, body positivity? Ok, mais c'est vrai, c'est la réalité, et je pense qu'ils peuvent être de la manière dans certains magazines, c'est-à-dire qu'il faut faire comme ça maintenant, d'avoir des modèles qui sont différents. Mais même si il faut faire comme l'appel et dire aussi mon magazine fait ça, c'est bon. Parce que change l'imaginaire. Et pour moi, le point, c'est de changer l'imaginaire. Je fais un exemple très, très court. J'étais adolescente dans les années 800. C'était horrible de l'être. Et je me sentis coupable pour être pas blonde et pas mince. Et je suis heureuse qu'il y a tellement de modèles et tellement d'auto-représentations. Tout va bien. Et Alexandre, peut-être aussi, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de tes deux casquettes, le point de vue féminin et 360 degrés au niveau justement de l'image. Comment tu vois cette question-là? Oui, en tout cas en matière de mode, moi je trouve que justement, tu as totalement raison, la mode c'est un sujet anti-superficiel à souhait, c'est une étude sociologique
qui explique beaucoup de choses sur la société, sur son évolution. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a justement des magazines qui sont à plusieurs vitesses différentes. Il y a des magazines de facture un petit peu plus classiques, comme on l'entend. Alors là, on est dans ces catégories-là avec Marie-Claire ou Féminin en Suisse romande. Mais il existe en même temps l'arrivée, puis là, ça rejoint un petit peu ce que tu fais. Je crois que je vais venir voir à Milan. L'arrivée de magazines qui sont déjà en place depuis quelques temps, comme Fucking Young en Espagne, fait par un mec de Neuchâtel d'ailleurs. Le magazine Schön aussi, qui traite de la mode de façon justement non binaire et qui ne le fait pas de façon putassière, de façon on va faire en coche des quotas, quoi. C'est vraiment une esthétique différente qui est déroutante pour certaines personnes qui ont eu l'habitude de voir de la mode d'une certaine façon jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi dans des magazines plus proches de chez nous. Je pense par exemple au magazine au Thé, le supplément du Temps. Il y a cette approche, cette volonté de montrer une mode qui ne soit pas... de ne pas la montrer de façon conventionnelle, en tout cas, de montrer qu'on peut la montrer sous un jour complètement différent et de justement passer des messages sur la binarité ou la non-binarité de la mode qu'on montre. Je voudrais aussi parler d'un sujet, enfin, on en parle peut-être trop, mais je pense que c'est quand même important de parler un peu de cette réalité. Et là, c'est donc de cette relation entre le print et le digital pour des publications comme les vôtres. On entend beaucoup en fait ces deux choses confrontées, comme si c'était soit l'un, soit l'autre, ou que le digital allait avaler le print, que le print était une espèce d'espèce en voie de disparition. Comment, de par votre expérience, comment est-ce que ces deux choses, quelle relation y a-t-il entre ces deux choses? Est-ce que vous les voyez comme une confrontation ou plutôt comme une espèce de complémentarité, et comment vous vous servez du digital dans vos médias? Aussi, je dois dire un petit peu que je suis spectatrice de ça parce que je suis totalement physiquement dans les magazines print, mais tout à fait, j'écris aussi pour le digital et c'est totalement une complémentarité. Et qu'est-ce que peut faire le print pour toi? Peut faire des images très grandes, alors on fait des doubles pages. Et les textes, peut-être, quand j'écris un portfolio, c'est comme ça. Qu'est-ce que peut faire le print pour toi? C'est avoir des images plus petites, avoir des textes qui sont très longs. Et je pense que c'est sur cette complémentarité qu'on joue. Et aussi, il y a Instagram. Et j'aime beaucoup que dans notre Instagram, je ne m'occupe pas de l'Instagram, mais il y a des images qui portent au texte sur le web et sur le numéro, mais il y a aussi des textes qui sont très longs. Alors, quand il y a un post, il y a un texte de 500 mots, que c'est long. Alors, c'est une façon pour avoir la même façon d'approcher les personnes qui sont si spectateurs, si lecteurs. C'est d'avoir un langage qui t'engage. Excusez-moi de mot. Un langage engageant, et c'est le même langage. Et pas d'avoir des textes comme ça sur le print. Pour moi, c'est très important. Alors, je lis les posts qu'ils font sur Instagram et pour moi, c'est vraiment... Je l'aime. C'est le même... Et aussi, au point de vue des images, il y a un fil rouge. Et pour moi, c'est comme avoir une circularité et c'est la même chose qui va exprimer en différentes plateformes. C'est ça. Alors, le magazine dont je m'occupe, ils ont un tirage très très limité, entre 2000 et 5000 exemplaires. Mais ils ont tous des sites internet et socials, par exemple Instagram, avec 400-500 000 followers. Donc, ce sont des magazines millennials et qui ont une double âme. D'un côté,
il y a la partie physique, donc le magazine imprimé, et de l'autre, ils ont développé toute une partie digitale. Mais il n'y a pas un conflit. Le fait, c'est que dans mon cas, quand on parle de magazine, on pense toujours au magazine papier, au magazine imprimé. Mais c'est juste une partie du projet. Parce qu'avant le magazine print, il y a toujours un projet créatif, un univers créatif. Donc les fondateurs et les fondatrices de ce type de publication, ils font un grand travail créatif, dont le papier est juste une possible déclinaison de cette créativité. Et donc, ce n'est pas étonnant si après on voit qu'autour du magazine papier va se développer une agence, un petit studio créatif qui va travailler avec la mode, le design. Et par exemple, il y a ce magazine italien qui s'appelle Kaleidoscope Magazine. C'est un magazine d'art depuis 2009. Et maintenant, ils s'occupent donc ils ont le magazine physique, la rédaction, mais ils s'occupent de la programmation d'un espace culturel à Milan. Ils font un festival à Paris à fin juin. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc, oui, ce sont tous magazines physiques, mais c'est beaucoup plus. Il y a toute une zone grise entre les différents domaines de la créativité, et ce type de magazines et leurs fondateurs vont bouger entre les espaces qui sont vides, dont le digital est fondamental. Ce qui est intéressant dans le cas de Femina, avec la relation entre le print et le digital, c'est déjà sur Instagram, ça te permet de prendre la température de quelles sont les couvertures qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins. Et c'est pas toujours celle qu'on aurait envie qui fonctionne le mieux. On réalise en général que là où on a le plus de likes, c'est quand il s'agit de personnes issues de la vraie vie, justement des sujets plus sociétaux, de combats, de femmes, plutôt que des couvertures plus glamour. Et voilà. Donc ça permet déjà d'avoir un certain aperçu de la sensibilité et de ce qu'apprécient les lectrices et les lecteurs. Après, ce qu'on réalise aussi sur le site internet, en tout cas dans le cas de Femina, c'est que tout ce qui est serviciel est ce qui fonctionne le mieux, des pages bon plan, des choses comme ça, quoi. Donc c'est ce qu'on privilégie pour le site et les réseaux. Je voudrais parler de l'intégration, mais aussi que j'ai vu un post de Adbusters qui ont dit pourquoi ils continuent à faire un magazine imprimé. Et ils disent parce que les réseaux sociaux sont toujours une conversation. Et je trouve très juste ça. C'est une conversation où on parle des arguments, il y a peu de place, mais aussi le magazine en papier, ce n'est pas une conversation au même temps qu'on fait le débat. Et les réseaux sociaux, ils sont comme ça. Alors aussi, c'est une différence bonne aussi pour les contenus. Parce que les collègues qui font les réseaux sociaux, ils sont capables de comprendre quel type de langue ou quel type de phrases peuvent lancer une bombe ou pas. Et alors, il faut prendre les mesures aussi de ça. C'est une aussi intégration dans cette perspective. Et aussi, justement, par rapport à cette question des réseaux sociaux et du magazine, j'aime beaucoup cette idée de la conversation. Et je ne sais pas, peut-être de le qualifier de magazine comme monologue, c'est peut-être pas la manière de le dire, parce que c'est plus polyphonique que ça, mais en tout cas, c'est à un sens. Par contre, il y a aussi l'aspect de la périodicité, de l'obsolescence, parce que, bien sûr, les réseaux sociaux ont accéléré ce contraste qu'on avait déjà,
le magazine a toujours été, de par sa nature, un objet éphémère. On passe d'un numéro à l'autre. Donc on a cette idée de durée de vie. Mais je me demande comment cette accélération et cet effet du temps réel, ce qu'on appelle le real time en anglais, de cette information continue, instant du moment, si ça a un impact sur les magazines, si on prend aussi en compte l'idée du magazine qui va rester au-delà de sa durée de vie normale. Voilà. Je ne sais pas si... Je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus une concurrence envers les quotidiens, les journaux d'actu pur, où la news est toujours plus rapide sur Internet que les 24 heures qu'implique l'impression d'un journal. Le magazine, dans le meilleur des cas, il reste un moment sur une table, tu y reviens. C'est très très juste ce que tu disais, cette grande différence entre un article de longue durée par rapport à une discussion, des débats et des prises de tête sur des réseaux sociaux. Donc je pense que c'est plus entre les quotidiens et Internet que ça se joue. Nous, Femina, on a une condition très particulière, c'est qu'on est encarté dans un journal du dimanche, le matin dimanche, donc on a en fait une durée de vie d'un jour. Mais les réseaux sociaux et toute l'amplification donnée autour de ça permet aussi de réagir de façon quotidienne à quelque chose, à une actu qui tombe et qui est dans nos cordes en fait. Donc c'est ce qui nous permet d'exister au-delà de la périodicité très courte du print, d'exister tout au long de la semaine. Le magazine indépendant contemporain, il sort 2 fois par an. Donc, ce sont plutôt des objets que les personnes collectionnent. Donc, on ne se pose pas vraiment la question. Il ne s'occupe jamais de l'actualité, c'est toujours de longue forme. Donc, il prend beaucoup de temps à réaliser les contenus et en même temps, il faut beaucoup de temps à les lire parce que parfois, les textes sont très intenses, très riches. Et voilà, et ce sont des objets qu'il faut collectionner. Donc il y a toute une partie du public qui cherche le premier numéro, donc il va à la recherche d'avoir toute la collection. Donc. Ok, je pense qu'il y a une polarisation des rôles, c'est-à-dire que le magazine papier fait des dossiers, fait une actualité. Quand on est en mensuel, on fait une actualité un petit peu particulière, mais encore en plus. Et on cherche de faire des dossiers qui peuvent être lus dans une année et avoir au même temps du sens. Et le web va prendre toutes les sections qu'il y avait dans les magazines qui n'existent plus dans la même façon. C'est le web qui prend toutes ces parties, qui peuvent couvrir toutes ces parties jour par jour. Et le magazine va faire une sorte de vision initiale d'ensemble, qu'on décide qu'est-ce qu'on fait, mais que c'est un paramètre, un petit peu l'ambition, c'est-à-dire aussi un paramètre contemporain. Par exemple, mon directeur a dit on fait quelque chose sur les adolescents et la santé mentale. Mais pas pour les adolescents, mais dès que la pandémie, le New York Times a fait un dossier sur le inner pandemic, the pandemic within the pandemic, parce que les adolescents ont eu beaucoup de problèmes de tentatives de suicide, autolésionnisme, et ça c'est un problème pas des adolescents, mais de toute la société. Alors c'est un paramètre très fort pour raconter le réel. Alors ça c'est fait le magazine et tout le reste fait le web. Très bien. On arrive au bout de notre temps imparti pour ce panel, mais je me tourne vers notre public pour savoir si vous avez des questions. Oui. Je n'aime pas le mot influenceur, désolé, mais j'ai compris bien. J'aime beaucoup la parole, le mot imaginaire, de changer l'imaginaire. Et pour moi, je vais dire que n'importe quoi, dans quelle manière tu le veux changer, change-le toi.
Et alors, c'est ça la raison pour laquelle j'ai dit que peut-être que je vois une application un petit peu didascalique du concept de body positivity, diversity, inclusivité. Mais pour moi, dans mon opinion personnelle, je ne suis pas intéressée aux résultats beaux. L'important, c'est de faire une sorte de répétition, de continuation par tous les magazines, une sorte de mantra pour changer l'imaginaire et adopter le réel. Parce que c'est ça. Pour moi, c'est ça, l'important. Alors je te rejoins complètement, je déteste ce terme, influenceur aussi. Donc on n'est en tout cas pas des influenceurs de quoi que ce soit, on est avant tout des métiers d'information, donc on cherche des informations sur un sujet donné qu'on aura discuté au préalable pour voir si il tient la route ou pas. Et puis dès le moment où on décide de le faire, on va chercher des interlocuteurs, des interlocutrices qui pourront nous amener au plus proche de l'info qu'on souhaite donner. Donc on est avant tout dans des métiers d'information. Après, ce qu'il y a de particulier dans un magazine, alors là, dans le cadre d'un magazine qu'on appelle féminin, c'est que c'est justement un équilibre, c'est là que ça se joue, c'est là que tu crées une ligne éditoriale entre des contenus justement complètement informatifs et après des parties un petit peu plus oniriques. Dans un shooting mode, par exemple, tu peux effectivement basculer facilement dans l'imaginaire. C'est assez souhaitable en général. Et je pense que c'est un petit peu un va-et-vient entre ces deux choses-là. Mais influenceur, on s'en soucie pas du tout. Il y en a tellement assez dans la nature. Une chose, il semble que je veux faire des propagandas avec le changement d'imaginaire et les magazines ont la façon de faire peut-être une couverture avec une femme différente, mais aussi avec les articles de restituer à cette propagande je ne sais pas comment le dire, un pièce, un approfondissement, que ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est quelque chose de vivant. Ça sert peut-être les magazines aujourd'hui, à les restituer au réel. Ben, merci beaucoup à vous trois pour ce panel fascinant.